très intéressant. Tout est du moment qu'il y a un individu, un citoyen de sécurité, ce citoyen peut faire des tests de déplacement. Et vous constaterez aussi que l'importance entre, comme je dis, la corrélation entre les pays dits émergents. Vous prenez le cas de la Suisse, la Chine, vous prenez le cas d'un pays devient émergent, arrive à consolider son système économique, la première chose à faire, c'est renforcer les budgets. Vous allez vous rendre compte que ces pays sociaux de sécurité, donc pourquoi la réponse de cette sécurité dans des États profonds? Il y a tout le public qui a répondu abondamment à cette activité. Nous sommes arrivés pratiquement à 306 personnes durant les 3 jours. Ce n'est pas notre plus grand record, mais les conditions climatiques nous ont un peu amoindris. Mais c'est un signe encourageant que le débat était intéressant et qui nous a tous aidés à avoir un regard, je dirais, plus profond sur les enjeux. Lorsque nous avons choisi de mettre à jour ce questionnement, ces questions, c'est parce que nous avons estimé que la problématique du DDR était une problématique très importante pour amener la paix dans le pays. Et les intervenants du jour nous ont aidés encore à comprendre que la DDR doit être prise comme une composante de la vie constitutionnelle et que l'approche devait être holistique. Les différents intervenants depuis mercredi nous ont rappelé le maître mot qui est le retour de l'État fort. Et donc, autant il faut travailler à des réformes sectorielles du secteur de sécurité ou du DDR ou au renforcement de la légalité, autant au niveau holistique, il faut travailler au renforcement de l'État lui-même, pour vivre ensemble, mais également une diplomatie plus forte. En tant qu'association, nous allons continuer à éplucher les différentes pistes de réflexion qui ont été soulevées ici. Et à l'occasion d'un point de presse, nous allons présenter un policy document. Il y a eu tellement d'éléments d'information qui ne seront pas présentés un rapport final aujourd'hui. Nous allons donc convier la presse, quelques jours après, à un point de presse pour présenter un policy document. Ce que je peux déjà annoncer comme élément de réflexion, c'est qu'il nous faudra réfléchir sur la possibilité d'avoir une journée nationale sur la diversité culturelle ou les vivre ensemble. Et la DIPOL peut porter un projet de plaidoyer pour avoir une journée nationale consacrée au vivre ensemble. Il nous a été également proposé de réfléchir sur la nécessité de créer un fonds pour la réparation des victimes. Nous allons également, en tant qu'association, essayer de réfléchir sur comment accompagner la création d'un fonds pour la réparation des victimes. Mais bien évidemment, il y a d'autres pistes en termes de financement du programme. Nous l'avons déjà dit hier, nous allons également faire un plaidoyer au niveau du Parlement pour que dans le budget 2022 qui est en discussion aujourd'hui, l'on puisse réserver suffisamment de moyens en interne pour soutenir l'initiative. Et puis enfin, probablement, nous allons insister sur l'activation du vetting. On l'a souligné avec raison, la neutralité des acteurs appelés à mettre en place les différentes composantes de la justice traditionnelle participe également à la résolution du problème. Et donc, comme association, nous allons également militer pour l'activation du vetting. Pour les autres aspects des problèmes, notamment le concept d'État égocentrique soulevé par nos amis politologues, nous allons également travailler pour que l'État ne soit pas l'accaparement de quelques personnes, mais un bien à la portée de tous, et bien évidemment des aspects liés à l'aménagement du territoire, à la réforme foncière qui a été également soulevée. Donc il y a énormément d'éléments de matière qui seront présentés dans un point de presse avec plus de détails que la DIPOL entend faire comme plaidoyer action. Je tiens également à remercier le CEPAS, notre partenaire, qui, à son accoutumée, nous a toujours accompagnés pour la réussite de l'événement. Je remercie la direction du CEPAS, le personnel, et toute l'équipe technique, M. David Mukwela, Divine Way, l'équipe avec nous, M. Patrick Mabinga, du secteur animation et développement, Caris Bassoko, qui n'est pas là, et Landry Lingele. Je remercie le père Minani, le père directeur Alain Zadi, ainsi que tous les membres du CEPAS de participer. Je remercie également tous les politologues, les membres de la coordination, qui ont préparé cet atelier pendant pratiquement 2 mois. Parce qu'il nous a fallu 2 mois pour préparer les termes de référence, discuter avec les intervenants, arrêter un programme commun, puis le mettre en œuvre. C'est une activité qui nous prend pratiquement 70 jours de préparation et c'est stressant. Il y a des implications financières énormes, la DIPOL fonctionne sur fonds propres. Je remercie tous les politologues qui ont contribué, qu'ils soient à Kinshasa ou en province, qui ont daigné mettre un peu de leurs moyens pour la réussite de cet événement. Je remercie particulièrement les membres de ma coordination.
Nous travaillons dans des conditions, je dirais, très difficiles financièrement. Le contexte de la Covid ne nous a pas épargné non plus, mais j'ai une équipe d'hommes, je dirais, la meilleure du monde. Si je suis peut-être devant les caméras et la lumière en train de parler, il y a énormément de gens derrière qui font que cette activité réussisse. J'ai peut-être le bonheur d'avoir les caméras devant moi, mais il y a des heureux dans l'ombre vraiment, mais qui sont des acteurs majeurs pour la réussite. Je tiens à remercier particulièrement mon coordinateur adjoint Lita Charles qui n'est pas ici, mon coordinateur en charge de communication plus Combo, dont l'apport est toujours à souligner, mon coordinateur financier, trésorier plutôt, Michel Kimina, qui a fait un travail énorme de mobilisation financière pour que nous puissions avoir les moyens. Je tiens également à remercier toute l'équipe du secrétariat technique conduite par Willy Komapanzi, l'équipe du protocole conduite par Feli Atoufenila, avec toutes nos dames derrière, et toute l'équipe du secrétariat technique, les étudiants des sciences politiques qui se sont énormément engagés. La Dipole Unikin, merci beaucoup, les étudiants de Sciences Po, je crois L1, L2. Je vous demande de rester attaché à la Dipole, c'est votre maison, nous allons peut-être passer, et la relève de la Dipole, c'est vous. Je remercie les modérateurs qui ont pris également part à l'animation. Je remercie les amis de la presse. Nous sommes une petite organisation, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Et si ce que nous faisons aujourd'hui peut toucher des milliers de gens de loi, c'est parce que vous faites le travail de capillarité et de redondance. Nous donner, je dirais, plus de volume dans ce que nous faisons. Merci en tout cas pour l'accompagnement. Je sais que ce que nous avons commencé ne finit pas aujourd'hui. C'est une alliance que nous voulons, je dirais, pérenne, parce que nous irons ensemble. À tous et à chacun, je dis merci et bon week-end. Et de ce fait, je déclare clos les ateliers Sciences Po 5. Je vais donc nous inviter à préparer déjà les ateliers Sciences Po 6. Si Dieu veut, ça pourra être à Goma, peut-être ailleurs, mais nous sommes en train d'envisager d'avoir des ateliers également en province. Je vous remercie. C'est les recours à la justice transitionnelle qui s'impose comme un impératif pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, pour la simple et bonne raison que la justice transitionnelle est un paradigme construit par les Nations Unies qui permet à un État post-conflit à gérer les passifs de son passé tumultueux lorsque, après avoir traversé des moments difficiles, cet État se retrouve avec un passif très lourd en termes de victimes, en termes de décès, en termes de... Mais en même temps que cet État aspire à l'état de droit, à la paix durable, à la stabilité, la justice transitionnelle présente des mécanismes très intéressants, très efficaces pour l'aboutissement d'un processus de paix assuré. C'est un ensemble de mécanismes qui permettent de faire un trait d'union entre un passé tumultueux et un avenir apaisé dans un état post-conflit. Tel qu'il est conçu actuellement, je pense qu'il faut encourager, mais en même temps souhaiter qu'il soit intégré dans une approche holistique de mise en œuvre de justice transitionnelle. Parce que pris isolement, ces processus risquent d'être, passez-moi l'expression, la répétition, isolés et ne pas produire des effets escomptés. Parce qu'un exemple, vous pouvez démobiliser un ancien combattant dans sa communauté où il avait lui-même fait des victimes lorsqu'il était encore dans les groupes armés. La question est, quelle sera la perception de la société vis-à-vis de ces messieurs et quelle sera la réaction des victimes vis-à-vis d'un tel monsieur. Et pourtant, dans le processus de justice transitionnelle, dans une approche holistique, toutes ces questions sont prises en compte et sont traitées de façon à interagir et obtenir les résultats escomptés. Merci. En fait, beaucoup de choses ont été dites. Le programme d'EDR naît derrière les conflits. Comme je l'ai dit, c'est un programme post-conflit. Et comme vous le savez tous, nous sommes témoins de tous les conflits qui existent dans notre communauté. Et pour que nous puissions nous développer, nous devons éradiquer l'insécurité. Et par rapport aux éléments qui ont pris les armes, la bonne manière d'éradiquer l'insécurité, c'est de les accompagner dans la réinsertion, dans la réintégration dans les communautés. Alors, le programme a été exécuté d'abord en les ciblant eux-mêmes. En plus, on a ajouté la dimension
associative. Et puis, nous sommes allés avec la dimension communautaire, particulièrement avec le fonds de la BAD, avec lesquels nous avons fait les fermes pilotes qui aujourd'hui font cohabiter des familles, des démobilisés et des membres de la communauté d'accueil à 50%, 50%. Donc, ça existe et ils cohabitent et ils vivent ensemble avec les fermes pilotes qu'on a mis sur pied. Mais aujourd'hui, il y a une vision plus complète qu'on a mis sur pied avec le relèvement communautaire. Et à mon sens, cela ramasse, comme je vous ai dit, la première étape, c'était les démobilisés ciblés, la deuxième étape associative, la troisième étape, on a tenté de mettre la communauté d'accueil dans le projet. Mais la troisième étape, nous rentrons dans les communautés où vivent les démobilisés, avec les membres de la communauté qui vivent les affres de la guerre ensemble. On mettra sur pied un programme qui les prenne en compte. Je crois que c'est ce que le président de la République a voulu en mettant sur pied le programme des relèvements communautaires et sécurité. Aujourd'hui, là, nous sommes en attente que le programme commence. Donc, il y a les mobilités.